Salutations à toutes et tous, on se retrouve pour faire le top flop de l'année 2020 et je suis en retard comme c'est pas permis. Mon Dieu, j'arrive même le même jour que les Oscars. C'est historique. Déjà que au mois de mars, normalement, on me caillasse la gueule. Là, j'arrive fin avril. Donc là, on est en mode... Ils sont même plus énervés les gens tellement qu'ils pensaient que j'allais même plus sortir ce top flop de cinéma 2020. Mais si, je suis là. Et pourquoi est-ce que je suis à ce point en retard ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a une espèce de saloperie qu'on appelle le Covid. Et encore au-delà, il y a le gouvernement français, mais c'est un autre débat, qui a fait que je ne suis allé voir qu'un seul film en 2020, 1917, dont on ne parlera pas aujourd'hui, parce que ce n'est ni l'un des meilleurs films de l'année pour moi, ni l'un des pires films de l'année. Et donc, on va on va passer directement au pire film. Non, pas du tout, je me suis trompé touche. Voilà. Et on passe directement au pire film de l'année parce que Jean-Michel pas le temps et on va éviter de faire une vidéo de 44 minutes et 35 secondes comme la première version de cette vidéo. Donc on va mettre un petit coup de boost parce que non merci, j'ai même pas envie de monter ça parce que ça va être une catastrophe. Donc place directement au pire film de l'année, sachant que j'en aurais pas 10 parce que non, il n'y a pas 10 films où j'ai pas mis la moyenne. Et si je me mets à mettre les films moyens dans les pires films de l'année, déjà c'est pas très légitime, et puis je vais me faire caillasser la gueule, mais méchant, parce que je vais être obligé de mettre Tenet, parce que ce film est d'une arrogance rare, qui ne propose rien de visuellement fou, et scénaristiquement c'est brouillon, et pas si intéressant, ni développé ni complexe, donc non. Donc bon, hein. Numéro 7, 2067, qui est un film de science-fiction avec Colin Smith Murphy, qui est l'argument principal du film, parce qu'il y a vraiment deux budgets, et tout est passé dans cet acteur, qui n'a pas une carrière folle, mais qu'on a déjà vu 2-3 fois dans des très bons films. Donc voilà, comme l'affrontement de la planète des singes. Donc bon, voilà, c'est un film de science-fiction, why not ? Sur de l'écologie, why not ? Mais bon, ils ont oublié d'embaucher plusieurs scénaristes parce que visiblement, une seule personne, enfin, il y en a peut-être même plusieurs, mais je m'en fous, je vais même pas vérifier ça, j'en ai rien à battre. On va passer directement au numéro 6, Sonic le film. Vous attendez pas grand chose, et voilà, c'était pas grand chose. On va passer vite fait sur Mike Bentala en français, moi ça me dérange pas une seule seconde, j'en ai rien à battre, je dirais même que ça colle bien à la série d'origine. Donc voilà. Il y a effectivement la scène du malaise dans le bar, j'en ai rien à battre. L'humour, voilà, Jim Carrey en fait des caisses, mais c'est Jim Carrey, il sauve un peu le film sur certains points. Donc, pensez ça avec le film, vous regardez la bande-annonce, vous dites ah ça va être ça, ça a été ça. Est-ce que c'est de la merde ? Non. Est-ce que c'est divertissant ? Bref, voilà, on va pas chier dessus outre mesure. Numéro 5, Enola Holmes. J'en ai rien à carrer. Millie Bobby Brown, ça joue comme de la merde. C'est pseudo-féministe, machin. Ça se la joue Deadpool, brisage de quatrième mur, mais ça n'aide pas Deadpool. Déjà que Deadpool n'est pas lui-même. Enfin, Deadpool est un peu surcoté, mais là, ça se le joue Deadpool sans en avoir les épaules. Et pendant tout le film, je me dis, j'ai pas envie de voir ça, parce que... Et à côté de ça, il y a Henry Cavill qui a un charisme qui éclabousse la terre entière. Et on se dit, non, juste non, faites-nous un film Sherlock Holmes avec Henry Cavill. Là, je vous dis 1 milliard de fois oui. Mais Enola Holmes, non. Non, c'est de la série, même pas B, c'est de la série Z de Sherlock Holmes. Mais non, c'est pas bon. Mais c'est pas non plus catastrophique, ça se regarde pourquoi pas. Et je vais même vous dire tellement que je suis amoureux d'Henry Cavill, juste pour l'apercevoir quelques minutes. S'il y a une suite, je la regarderai. On est là. Si vous voulez, Witcher 2, Man of Steel 2, j'ai besoin d'Henry Cavill. Le monde a besoin d'un charisme d'Henry Cavill. C'est pas possible. On a besoin de lui, s'il vous plaît. Numéro 4, c'est bon. C'est parti, sortez les sauts de merde. On a envie de chier comme c'est pas permis. Et je vais me mettre à accélérer parce que je vais refaire une vidéo de 44 minutes 35 secondes. Pitié, non, le montage horrible. Au secours. La plateforme. Alors, pourquoi la plateforme ? C'est mauvais, j'ai envie de chier dessus, parce que ça se la joue submersif. C'est plus ou moins bien réalisé avec des acteurs plutôt corrects. Et il y a plus ou moins une double lecture. Non, il n'y a pas de double lecture, c'est dégueulasse, c'est l'humanité, c'est de la pourriture.
regardez-moi ça, je te filme ça, dégueulasserie totale. Pendant le premier quart d'heure, je te fais genre que c'est réfléchi et tout, mais en fait, toutes tes réponses, c'est bancal, ça tient pas la route une seule seconde. Et tout le reste, non, 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 on va pas te le développer, non, non, trouve des vraies réponses. Ouais, faut pas déconner, hein, on te met des pistes, pas des réponses. Et puis même tes pistes, elles sont toutes plus bancales les unes que les autres, et non, c'est juste du voyeurisme dégueulasse. La plateforme, c'est imaginez saucisse et saucette. Donc c'était juste du torture porn dégueulasse, on avait plus rien à battre, plus rien du tout, ça méritait plus une seule seconde de sortir en salle, c'était du direct DVD complètement dégueulasse, fait à l'arrache, au niveau de Hostel 3. Et non, 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 là c'est du même niveau de dégueulasserie, en mode, voilà, non, allez, on passe à autre chose. Je vais intervertir. Je vais vous dire le 2 et après je vais vous faire le 3 parce que j'en ai, voilà. Et voilà, hein. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Numéro 2, Brutus versus César. C'était ni fait ni à faire. C'est des potes qui se font jouer entre eux, ça qui Ashton comme c'est pas permis. Ça n'a rien à battre d'être là. Ce pote camembert. Non, 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 c'est imaginez le pire du cinéma français où ça fait Ashton et tous les potes. C'est du Bronzé 3 en limite encore plus mauvais si c'est possible. C'est possible, c'est Brutus versus César, voilà. On ne rit pas une seule seconde, toutes les blagues tombent à plat, c'est malaisant du début à la fin, ça fait semblant que c'est un scénario. Et non, non, ça n'en a pas, et puis même, ça finit même pas son histoire. C'est en mode, je sais pas, c'est le début d'une trilogie, c'est quoi? Non, bah non, ça va nulle part, ça ne raconte rien, ça ne développe rien, c'est à chier. Numéro 3, du coup, que je fais après, parce que je vais le faire aussi avec le numéro 1. Alors, numéro 3, Oramona, qui est une espèce de sous-merde absolue. C'est, imaginez, quelqu'un qui était trop vieux à l'époque pour apprécier American Pie, mais pas non plus suffisamment vieux pour avoir adoré le lauréat et qui, du coup, aurait une espèce de nostalgie du lauréat où il aurait vu une espèce d'hommage au lauréat dans American Pie. Il aurait juste vu un truc un peu débile, pompant cucu de comédie américaine. Et imaginez ce ressenti-là, fois 1 milliard, où vous vous rendez compte que les jeunes s'abrutissent devant des trucs où ils disent « Ouais, c'est trop bien », où en fait tous les gens sont des connards absolus, que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde se traite comme des objets. On pense qu'au sexe absolument H24, alors qu'on s'y prend comme des manches et que c'est de la merde. Un niveau dégueulasserie pas possible, il y a zéro budget, c'est un truc polonais de merde. Pourquoi sur Netflix a mis ça, je ne sais pas. Pourquoi si mon ex m'a fait découvrir ça, je ne sais pas. C'est scandaleux, et on continue sur le scandaleux sur pourquoi est-ce que les jeunes n'ont plus aucune morale, plus aucune éducation, tous ceux qui ont fait l'éducation des jeunes des 20 dernières années, vous avez foiré votre travail, vous êtes des parents dégueulasses, pourriture absolue, je vous chie à la gueule, vous n'avez pas le droit de vous reproduire, je remonterai dans le temps, j'utiliserai une machine temporelle pour remonter dans le temps pour vous castrer, parce que vous ne méritez pas d'avoir des enfants. La violence, hein, non mais parce que vous vous rendez pas compte après Oramona, 365 DNA, pire film de l'année. Ah oui, au passage, Oramona, c'est un film de 2019, mais je vous chie à la gueule, j'en ai rien à battre, parce que là, j'ai mis l'ambiance rouge, j'ai mis, non, il faut que je sorte la haine. 360 DNA, c'est, oui, c'est romantique, c'est fun et tout, de faire de la séquestration, du viol, de la menace, du machisme au pire degré imaginable, je suis riche et tout. On a l'impression d'être sur une parodie porno, où ils ont enlevé tout le côté porno, où ils ont juste gardé le côté parodique, et en mode sulfureux, mais où il n'y a rien derrière. Mais mon Dieu, déjà que je trouvais que 51 degrés, mais c'était du bisounours je vois même pas comment une nonne qui aurait jamais vu une bite de sa vie aurait pu être officiée par ça. Alors là, y a rien. Il y a tellement rien à ce niveau-là. Donc même si tu te dis que tu vas te mater du soft porn, non, pas du tout, il y a rien. Donc tu tombes sur une espèce de connard mafieux, je suis pété de thunes, à côté, Christian Grey, c'est de la merde, moi, je suis mafieux, machin bidule. Les pires clichés imaginables possibles. Et ils te mettent ça en mode,
Ouais, si tu la séquestres et que tu la violes suffisamment, elle va finir par tomber amoureuse de toi. J'intente un procès contre ce film, je dis que non, non, non. Je refuse que des gens aient le droit de faire ce genre de film. Je refuse que des plateformes aient le droit de diffuser ce genre de film. Et je refuse que des gens disent du bien de ce film. Donc, que ce soit les distributeurs, ceux qui ont réalisé, ceux qui ont participé à tout ça, ceux qui ont participé au buzz autour de ce film, allez tous joyeusement vous faire enculer. Et j'espère que ce sera mieux fait que 361 DNA, parce que mon Dieu, même pour ça, on se fait chier. Parlons de films bien. Malheureusement, pas d'excellents films, pas tous, hein, parce que j'ai pas réussi, et même, j'ai même pas réussi à en trouver 10 de suffisamment bien pour avoir envie d'en vous en parler, parce que sinon, numéro 10, je vous aurais mis Je suis là. Mais en fait, tout ce que j'allais dire sur ce film, c'est que ça me donne envie de voyager, et que j'ai un amour profond pour Alain Chabat, qui respire la sympathie. T'enlèves Alain Chabat, ce film est une carte postale de la Corée du Sud, t'enlèves la Corée du Sud, y a rien. Voilà, bon bah, voilà. Bon, je suis numéro 9, Jojo Rabbit. Mais effectivement, ce film est sorti en 2020 en France. Je vais pas m'étendre 107 ans dessus parce que il n'y a pas grand chose à en dire en fait. Parce que ça d'original n'est pas réussi. Ce que ça se veut de amusant, subversif, ça ne l'est pas forcément. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais ce qui marche, c'est le classicisme absolu, c'est-à-dire faire de la Seconde Guerre mondiale, un mode c'est terrible, machin. Et l'amour avec la juive, ça marche extrêmement bien, donc là je suis d'accord. Là c'est du bon cinéma. Le reste c'est moins ouf. Exception faite quand même du déguisement et du dindon. Du dindon en mode Elton John, parce que oui, parce que non, mais c'est pas, quoi? Ok. Là, je suis d'accord. Non, ça fait partie des grands moments. Et j'aime plus que ça se permet de montrer des nazis que t'as envie de leur donner une médaille de bonté. Tu peux faire partie des nazis et d'être quelqu'un de bien. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'apprécie ce film. Parce que c'est extrêmement classique, beaucoup trop. Et ce que ça essaie de faire d'original, ça ne marche pas forcément, mais sur certains points, il marque beaucoup de points. Numéro 8, Play, effectivement, vous avez raison, tout le monde, vous avez raison. Ce soit les gens des années 70, 80, 90, même 2000, on retrouve cette espèce de nostalgie d'une époque où on a du mal à se le concevoir aujourd'hui, mais il y avait des gens qui appréciaient la vie, qui étaient heureux, et il y avait vraiment des bonnes choses à l'époque. Une bonne ambiance, une joie de vivre. Non, c'était pas de la science-fiction, c'est voilà. Donc forcément, quand on raconte un peu cette époque-là, certains se retrouvent un peu. Donc voilà, c'était une belle époque, on était content de s'y replonger, le film est bien fait, les acteurs sont bons. Merci Play, voilà. Numéro 7, Dans les yeux d'Enzo. Sortez vos mouchoirs, on parle de films avec des gens qui meurent, et avec un chien où, dès la scène d'intro, on te le présente mourant. Donc, non, déjà la joie de vivre, oublie. La bonne humeur et tout ça, non. On est sur du pathos, voilà. Mais c'est beau, c'est bien fait, il y a Milo Ventimiglia, donc c'est un très bon film, je dis oui. Numéro 6, Irrésistible. Imaginez, enfin non, c'est même pas imaginer, voilà, le film c'est Steve Carell, ex-directeur de campagne d'Hillary Clinton, face à Rose Byrne, directrice de campagne de Trump, qui, quelques années après la présidentielle, mais avant, grosso modo, pour préparer la présidentielle de 2020, ils se foutent sur la gueule à un niveau local, ils se battent sur une petite mairie de 4000 habitants, où ils veulent en faire un symbole national, et c'est un peu barré. Il y a le côté aussi oligarchie contre le bouseux du siècle, les pires bouseux du terroir américain. Donc choc culturel, surtout au niveau richesse. Donc c'est marrant. Et puis surtout le film est bien fait, bien écrit.
Il y a des retournements de situation, et je veux pas trop vous en dire, mais même moi, qui vois absolument tout venir à des kilomètres à chaque fois, notamment Tenet, et ben là, j'ai été surpris, j'ai trouvé ça bien foutu. Donc je vous le conseille largement. Numéro 5, et c'est promis, après on parle de vrais excellents films. Enfin, non, ça reste un très bon film, attention, mais bon, voilà. Numéro 5, Emma. Alors déjà, ne fuyez pas, ne partez pas. Je sais que c'est adapté de Jane Austen, et que généralement Jane Austen, c'est tous les personnages soit meurent ou finissent dans une tristesse absolue. Rassurez-vous, ça ne sera pas le cas. C'est un... Attends. On est pas sur de la science-fiction, là. Un film de Jane Austen, léger. Un film léger. Un peu à la Downton Abbey, mais un épisode où il n'y aurait pas eu de catastrophe ou truc comme ça, pas de mort. Voilà, tranquille. Et puis avec un petit côté irrévérencieux, légèrement dissonant en termes d'ambiance, comme si un peu on prenait des esprits d'aujourd'hui, qu'on les mettait dans des corps de l'époque. Non, c'est marrant. Non, c'est bien. C'est bien, bien. Et il y a des scènes aussi qui te choquent un peu en mode oh, mon Dieu, ils ont fait ça à l'époque et tout. Bon, bah voilà. Et puis surtout, ça prend le contre-pied des préjugés, parce que l'une des scènes d'introduction, c'est on voit le protagoniste masculin principal, et tu vois ce gars se faire pomponner et tout. Le gars, il a l'air d'une arrogance rare, en mode le gars, je suis pété thune, et voilà, je veux que ça se voit. Et ben au-delà de ça, c'est quelqu'un de vachement bien, donc fermez vos gueules. Bon voilà. Et au numéro 4, Les Enfants du Temps. Un film d'animation japonaise, fait par celui qui a fait Your Name. Et bon, encore là, on aurait peur que ça parte encore dans du pathos larmoyant, parce que ça se terminait pas très bien, Your Name. Enfin, si, en fait, ça se terminait bien, mais... Bref, ça aurait pu mieux se terminer et plus rapidement. Là, Les Enfants du Temps, c'est beaucoup plus léger, donc un peu moins recherché en termes de scénario, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, ça fait depuis les mêmes, je pense que c'est même encore plus beau que les plus beaux des Miyazaki, en termes du coup de technique pure. Parce que forcément, en termes de direction artistique, on est moins sur de l'onirique, c'est plus contemporain déjà, il n'y a pas d'espèce d'époque et trucs. Bref. Les Enfants du Temps, c'est une petite romance sympathique. C'est super beau, ça nous plonge dans une ambiance qu'on adore. Mais place donc au top 3, là, on arrive sur du level très très sérieux. Numéro 3, Soul, le film de l'animation américaine Disney. Eh bien, Soul, c'est une sacrée claque, donc je ne m'attendais absolument pas, puisque je pars avec 2 a priori de taille. Je n'aime pas le jazz. C'est terrible, voilà, on n'a pas tous les mêmes aspirations musicales, machin, voilà. Le jazz ne me plaît pas, globalement. Et quand j'ai vu les premières images, j'ai trouvé que le design des personnages, ça me plaisait pas non plus. Voilà. J'aime pas le côté déformé, cartoonesque. Et ben, j'ai pris une de ces claques. Alors oui, effectivement, c'est un jazzman, mais il se trouve que la musique passe étonnamment bien, pour quelqu'un qui n'aime pas le jazz. Donc, ça parle donc d'un quadragénaire qui a absolument tout raté dans sa vie, sentimentalement, professionnellement, et un jour, enfin, il a la chance de sa vie, mais il meurt. Ah merde. Donc bizarrement, il est mauvaise et il a pas trop envie d'aller rejoindre l'au-delà. Bah zut. Donc du coup, et bon, bah, je vais rien vous dire de plus sur l'histoire. Je vais juste vous dire, il y a des propositions visuelles de design, c'est fou. En termes de technique, c'est beau. Finalement, c'est tellement beau, les décors, tout ça, c'est beau. Mais tout c'est onirique, tout ce qui se passe dans l'autre monde et tout ça, c'est beau, c'est original, imaginatif, c'est fou. En termes d'histoire, il y a que des bonnes idées quasiment. Il y a juste la fin qui ouais, ça aurait pu, j'aurais aimé qu'il y ait une rencontre, mais voilà. Sinon, il y a que des bonnes idées. Les oreilles, le doublage français, c'est une perle absolue, mon Dieu. Omar Sy, je l'oubliais en 5 minutes, hein, c'est juste son talent de doublage. Camille Cotin, ça fait plaisir.
Puis la doubleuse de Sandra Bullock, il y a que la Max Medina dans Gilmore Girls. Il y a que des gens qui nous font du bien aux oreilles. On sent de la tendresse dans la voix de Sandra Bullock. Et non, c'est tellement bien, c'est bon, c'est tellement bon. Et voilà. Et non, c'est un des Disney les plus réussis que j'ai vu ces dernières années. Ça fait depuis au moins Réponse que j'ai pas vu un film aussi abouti. C'est beau, c'est tout ce que vous voulez. Artistiquement, c'est extrêmement ambitieux et réussi. En termes d'histoire, c'est super touchant et inspirant. La musique, le doublage, c'est parfait. Que demande le peuple? Place au numéro 2 et 1. Parce que, quand même, qu'est-ce que ça me touche personnellement, que ce soit les histoires de procès ou les histoires vraies. Alors là, les deux, c'est le jackpot absolu pour les deux. Et quand ça te remet en question plein de choses, que ça te remet à ta place, oh, tu dis oui. Numéro 2, Dark Waters de Todd Haynes. Et déjà, rien que le film lui-même, tu dis qu'il y a un problème. Il a quasiment pas été diffusé, les presse n'en a pas parlé, ça a été boycotté aux Oscars et tout. Rien que le film a été tenu au silence. Donc là, déjà, tu te dis, pourquoi? Et quand t'apprends tout ce qui se passe derrière, quand t'apprends l'histoire de la société, tout ça, machin, et tu te rends compte et tu te mets à faire des calculs et tu te dis 200 millions de morts. Juste regardez Dark Waters, ça va vous mettre une claque, ça va vous faire relativiser absolument tout ce qui a été commis dans l'histoire comme atrocité. Dark Waters. Et le film est tellement bien fait. Je dis oui. Mais encore au-delà, je ne pensais pas dire encore plus oui que ça, mais si. Peut-être moins impactant, moins d'enjeux au niveau mondial, mais qu'est-ce que j'ai pris une leçon de cinéma avec les 7 de Chicago. Aaron Sorkin a fait un boulot phénoménal. On retrouve le même talent d'écriture que pour Social Network. Oh, une leçon de cinéma. Ça prend son temps au début, attention, pas trop vite. Déjà, ambiance de procès et tout. Les talents d'oration, c'est... Merci. Merci, mon Dieu. Mais après, les Black Panthers. C'est un peu annexe à l'histoire, mais tellement important, parce qu'à ce moment-là, tu te dis, mais il y a un tel monstrueux problème dans la justice américaine, dans les forces de l'ordre, et c'est tellement une infime partie de ne serait-ce que l'infime partie de la partie émergée de l'iceberg, c'est que tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et quand tu commences à comprendre un peu qu'il y a Michael Keaton qui arrive, et tu dis, quoi? Mais comment le gouvernement américain, les forces de l'ordre, la CIA, la FBI, tout ça, mais c'est un condensé des pires ordures imaginables de toute l'histoire de l'humanité. Et waouh! Et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien construit le film. Et juste des petites notions, ne serait-ce que de pronoms personnels. Vous comprendrez ça en voyant le film. Mais je sais même pas tous les ans que j'ai un frisson pareil. C'est même pas une fois toutes les décennies que j'ai un frisson pareil. Enfin, si, peut-être une fois tous les 10 ans, faut pas déconner. Mais mon Dieu. J'ai failli lâcher le 5 étoiles. Mais effectivement, la première moitié du film met un peu de temps à installer tout ça et ouais. Mais la claque. Au final, la claque. Et Sacha Baron Cohen, évidemment qu'il va avoir son Pardon, j'ai oublié parce que j'ai pas fait la critique. Tellement j'en pouvais pas de ce film. Excusez-moi, je décale les choses. 2067... pardon. Oh bordel, le bordel. 2067, 8e pire film. Sonic, 7e pire film. Enola Holmes, 6e pire film. En numéro 5,
Je reviens. Voilà. Numéro 5, Borat 2. Rien ne marche dans ce film. Tout ce qui était subversif et politiquement incorrect, tout ce qui était amusant dans Borat, tout ce qu'ils avaient osé, mais j'ai l'impression qu'ils ont oublié tout ça et que c'est du consensuel, ça brosse dans le sens du poil. Non. Tout ce que j'ai aimé dans Borat 1, tout ce qui a fait que j'ai aimé Borat 1, a fait que j'ai détesté Borat 2. Il y avait 2-3 trucs où je me suis dit, bref. Mais globalement, c'était affligeant. Non. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien, c'est de Chicago, et qu'est-ce que c'est bien Sacha Baron Cohen dedans? Voilà. Donc bon, voilà, j'en suis déjà à plus de 1 heure, donc voilà. Hein. On va essayer de s'arrêter là. Parce que déjà, désolé d'avoir mis tant de temps. Mais bref. J'essaie de me bouger le cul l'an prochain. De reprendre les vidéos plus régulièrement. Est-ce que ma parole vaut quelque chose? Non. Mais en tout cas, à l'instant T, j'en avais l'intention. Rappelez-vous quand vous reverrez cette vidéo peut-être plus tard. J'en avais l'intention. Bref. Voilà, donc si vous aimez Downton Abbey, vous êtes obligé de regarder Emma. Si vous aimez le politique, Irrésistible, c'est obligé. Les Enfants du Temps, si vous aimez l'animation japonaise, c'est obligé. Et si vous aimez le cinéma, Soul, Dark Waters et les 7 de Chicago, déjà en termes d'histoire et tout ça, c'est super intéressant, mais surtout le son de cinéma sur le son de cinéma, et puis le son de vie sur... Continuez de vous cultiver derrière, regarder des films, on se retrouve, on va tous regarder ensemble, ceux qui aiment le cinéma, je sais pas, en fait ça dépend de plusieurs personnes. Mais en tout cas, je vais peut-être regarder en direct. Jérémy, tu me files ton code de canal, s'il te plaît, pour regarder les Oscars. Bref, le cinéma c'est important. Espérons qu'on puisse y retourner en vrai. Kaamelott, Dune, s'il vous plaît. Tous ces films que je voulais mettre dans mon top, mais que je n'ai même pas pu voir. Bref, allez, salut.